Alors, l'accident de désaturation médulaire, quand il arrive chez nous, il est pris en charge très rapidement. Alors, on a voulu améliorer le délai de votre arrivée au caisson. Vous savez, 2 heures. Bon, au départ, on avait 3 heures, mais on essaye d'optimiser ce temps. Eh bien, quand vous arrivez au caisson, même chose, on a essayé d'optimiser le temps de prise en charge qui sera de 20 minutes. Donc, en 20 minutes, on a un chrono en main, crac. Et là, la première décision, c'est de savoir quelle table de recompression on va vous proposer. Et pour ça, on a des scores. Alors, on a 2 types de scores. Vous voyez, Boussuge, Metsubip. Vous pouvez lire en détail sur la DIA, suivant que vous avez fait une plongée successive, suivant qu'il y ait une évolution favorable ou défavorable, ou que la situation est stable, suivant les signes qui soient sensitifs au moteur ou l'atteinte sphinctérienne. Vous voyez que dans le score de Boussuge, par exemple, on fait intervenir l'âge. On fait intervenir aussi la notion de douleur vertébrale, puisque dans la DD médulaire, souvent, ce qui est typique, c'est cette fameuse douleur en poignard dans le dos. Donc tout ça, c'est une aide pour nous à choisir la table de recompression qui va correspondre au mieux à la gestion de votre accident de plongée. Okay. Alors, les autres types d'accidents, c'est le même principe, vous voyez, sauf qu'on n'a pas ces fameux scores. On a déjà une idée en fonction de la symptomatologie que vous allez présenter, donc la sévérité de la symptomatologie, on va se faire une idée de la table de recompression qu'on vous propose. Donc ici, vous voyez que si on a une symptomatologie très bruyante, on va choisir une table de recompression qui sera plus profonde, comme une CX30. Je vous ai parlé des normes Covid. Je vous dis, à un moment donné, on a décidé de ne plus faire que du 18 mètres maximum. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, on utilise du matériel qui pourrait poser problème en termes de prévention d'incendie. C'est uniquement pour cette raison-là. Mais quand on est devant un tableau très sévère, que ce soit un accident médulaire ou dans ce cas-ci vestibulaire, eh bien, on prend une décision parfois de braver en fait ces règles qu'on s'était fixées par rapport à la prévention de l'incendie, et on se dit qu'on donne toutes les chances en choisissant une table plus profonde. Ça a été le cas récemment sur un accident extrêmement grave médulaire. Donc pour le vestibulaire, vous voyez que est de mise les 2 types de tables aussi. Donc de nouveau, on verra en fonction de l'évolution si on refait une deuxième recompression ou pas dans les 24 heures. Et puis ensuite, il y aura dans tous les accidents de plongée, que ce soit le médulaire ou le vestibulaire, des possibilités d'accompagner le patient quand il est toujours symptomatique par ce qu'on appelle des séances de consolidation. Alors là, on part du principe, si vous voulez, qu'on aide à la cicatrisation des tissus grâce à l'hyperoxie que vous subissez dans un caisson hyperbare. On prend en charge aussi, évidemment, tous les types d'accidents. Donc, par exemple, on a parlé du vestibulaire. Ici, c'est l'ADD ostéomyoarticulaire. Donc, ce qu'on appelle plus particulièrement le bend. De nouveau, selon la sévérité de ce qu'on va pouvoir observer en termes de douleur, puisque dans le bend, ce qui est terrible, c'est la douleur qu'on ressent. Je vous rappelle qu'à ce stade-là, on n'a pas d'imagerie médicale. Vous voyez une imagerie d'IRM à côté qui montre une ostéonécrose. Les imageries, elles vont suivre après la prise en charge en urgence. Ça sera dans les 24 à 48 heures où on pourra définir de manière précise le diagnostic avec des examens complémentaires comme une IRM dans le cas d'un accident, par exemple ostéo-articulaire. Ici, on va vous parler maintenant de chiffres extrêmement récents des prises en charge des accidents de plongée sur le CHU de Nice et donc sur nos caissons hyperbares. Je dis nos caissons puisque pour l'instant, on a hérité d'un nouveau caisson hyperbare moderne en attendant d'avoir le nouveau service qui nous arrivera, et j'espère dans les 3 ans maximum, où on aura une grosse capacité d'accueil. Là, on se sert pour l'instant d'un caisson en fait de 12 places, hyper moderne, d'ailleurs avec pilotage automatique, où vous avez, quand vous devez faire de longues séances, la possibilité d'avoir la télévision à l'intérieur, on peut vous passer des films de plongée, donc voilà, pour vous remettre dans le bain.
Mais de manière globale, vous voyez que les chiffres, ce qui est important, c'est de considérer qu'entre 2019 et 2021, contrairement à ce que moi j'aurais pu croire avec les normes Covid, avec les différents arrêts, avec les différents conseils de ne pas plonger trop profond, etc., on se retrouve finalement avec un nombre d'accidents comparable aux autres années. Donc vous voyez, 41 accidents de plongée en 2019. En 2020, c'était des normes plus drastiques en termes de Covid. On est quand même arrivé à 28 accidents de plongée. Et en 2021, vous voyez, qui n'est pas terminé, on est à 31 accidents de plongée. Vous voyez, donc ça vous situe un petit peu l'évolution des accidents de plongée chez nous. Mais de manière globale, comme c'est bien stipulé sur le titre, hein, on a constaté qu'on avait une majorité d'hommes, 78%. Hein, le profil, c'est un âge mûr, à peu près 44-45 ans. Et surtout, ce qui frappe, ce sont des gens expérimentés, donc c'est-à-dire des niveaux 3 ou plus. Donc là, on peut se poser beaucoup de questions, d'accord ? Parce qu'en fait, on est supposé, quand on a un niveau de plongée déjà autonome ou beaucoup d'expérience, de pouvoir prévenir encore mieux les accidents de plongée. Et ça semble ne pas être le cas, donc on doit se poser des questions tous ensemble sur ce sujet-là. Ça sera le cas lors d'une prochaine visio. Donc voilà, ici vous voyez la comparaison en 2020 et 2021, l'âge moyen, le niveau de plongée. Quand on parle de professionnels, évidemment, ce ne sont pas des gens qui sont uniquement ceux qui gagnent leur vie en monitorant des plongeurs, mais c'est aussi en fait des moniteurs de plongée bénévoles. Hein. Donc on englobe dans les professionnels l'ensemble des moniteurs. On va les appeler comme ça. D'accord ? Et vous voyez globalement qu'on a une majorité de patients plongeurs accidentés sur des niveaux élevés de plongée avec beaucoup d'expérience. Alors, cette dia vous montre en fait que les accidents surviennent, que ce soit en 2020 ou 2021, vous voyez, de manière majoritaire en club. D'accord ? Donc, la minorité, c'est sans encadrement. Bon. Et comme je le disais tout à l'heure en échange avec un de nos moniteurs et formateurs, le fait d'être sans encadrement ne fait pas oublier le fait qu'habituellement, ces gens-là participent à l'encadrement. Et donc, s'ils sont en accident de plongée, on doit se poser des questions, parce que ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas dans une structure qu'ils ne doivent pas montrer l'exemple de la prévention des accidents de plongée. Alors vous voyez que pour le premier correspondant, hein, la majorité des cas, vous voyez qu'en 2020, on a eu 10 prises en charge par le SAMU maritime, donc c'est le SAMU 83, et pratiquement le même nombre, 8 plongeurs, par le 06. Vous voyez que c'est un peu comparable pour 2021. D'accord ? Alors, le type d'accident. Alors, vous verrez qu'il y a un autre schéma qui est plus éclairant, mais pour ces années-ci récentes, on va dire que le premier accident le plus fréquent, ça a été le médulaire, malheureusement. Donc celui qui risque de donner le plus de séquelles. D'accord ? Habituellement, on avait en numéro 2 le vestibulaire, comme vous verrez sur une dia prochaine. Pour 2020-2021, on a plutôt constaté que l'accident le plus fréquent qui suivait le médulaire, c'était le barotraumatisme de l'oreille. Voilà, donc lié certainement à des mauvaises techniques de compensation ou à des remontées trop rapides ou des manœuvres de Valsalva qui n'étaient pas bien adaptées. Voilà ce fameux schéma. Vous voyez qu'habituellement, avant 2019-2020, après le médulaire, c'était le vestibulaire qui intervenait comme étant la deuxième cause d'accident de plongée. Et ensuite, j'attirais beaucoup l'attention sur le fait qu'on avait une augmentation des cas de décompensation cardio-pulmonaire, donc chez des plongeurs qui manifestement avaient des pathologies qui conduisaient sans le vouloir, hein, peut-être sans le savoir, mais vers un accident cardio-pulmonaire. Vous voyez que le barotraumatisme de l'oreille interne, c'était déjà 6% à ce moment-là. Mais le vestibulaire était effectivement plus important les autres années.
Alors là, ce n'est pas lisible pour vous, mais c'est pour vous dire qu'on fait des statistiques, hein, qu'on mentionne évidemment les nuances entre les types d'accidents, et on recherche à chaque fois les facteurs favorisants et les erreurs de procédure. Et ça, on va en reparler de manière plus détaillée sur une prochaine présentation.